Emmanuel Macron, la Chine prédatrice en Afrique, partenaire de la France, nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV et bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Emmanuel Macron avait accusé le vendredi 26 août dernier, au deuxième jour de sa visite officielle en Algérie, des réseaux téléguidés en sous-marin par la Chine, la Russie et la Turquie de répandre une propagande anti-française en Afrique, attribuant à ces pays un agenda d'influence néocoloniale et impérialiste. Interrogé sur la montée du sentiment anti-français dans certains pays africains, Macron a appelé les jeunes Algériens et Africains à ne pas se laisser embarquer par l'immense manipulation de réseaux téléguidés en sous-marin par ces puissances étrangères qui présentent la France comme l'ennemi de leur pays. Jusqu'à preuve de contraire, la France a-t-elle été un jour l'ami du continent noir et surtout l'ami des Africains? Et d'ailleurs, qui dit à Emmanuel Macron que la Russie, la Turquie et surtout la Chine vont faire ce qu'il a toujours dit? D'ailleurs, qui le lui fait savoir? Et tout le monde le sait aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. En fait, c'est ce que dit Macron, que la France a toujours fait sur le continent noir. Et comme à son habitude, Macron voit le mal partout, sauf le mal qu'il fait aux Français et aux Africains. Cette fois-ci, il persiste et signe. Il note la prédation chinoise en Afrique. Comment le sait-il? Et qui a-t-il pour défendre les Africains? Macron a-t-il oublié que la Chine est un partenaire stratégique même de cette France sur son sol et lui apporte des emplois depuis des décennies? Macron a encore dit des choses où il pouvait se taire. Pendant des siècles, la France a pillé, volé, violé l'Afrique sans état d'âme. D'ailleurs, qui a donné l'onction à la France d'être le gendarme de l'Afrique? Les Africains ne veulent plus de cette France et de Macron. Il n'a pas le quitus de parler au nom des Africains. Pourtant, c'est toujours Emmanuel Macron qui a traité les Africains à Yaoundé d'être des hypocrites. Qui est Macron pour traiter justement les Africains d'hypocrites? En tout cas, nous nous interrogeons encore ce matin. Emmanuel Macron, la Chine prédatrice en Afrique, partenaire de la France, nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Watengene, il est enseignant de sociologie à l'université de Douala. Il est notre invité. Jonathan Watengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos, bonjour à tous les milliards de téléspectateurs qui nous suivent. Continue le combat avec beaucoup de vigilance, de foi, de conviction et qui savent que notre victoire est inéluctable. Très heureux de vous avoir, Jonathan Watengene, encore ce matin. Eh bien, Emmanuel Macron déclare haut et fort que la Chine est un prédateur sur le continent noir. Je commence par là. Non, Emmanuel Macron dit que la Chine est un prédateur sur le continent noir. Et la France, c'est un enfant de cœur sur le continent noir, n'est-ce pas? Ce serait ça. Parce qu'il faut opposer les prédateurs et nous sommes la proie et lui, il est un enfant de cœur. Alors, prenons l'histoire internationale depuis, disons, le 15e siècle. Au 15e siècle, le pape Alexandre VI signe le traité de Tordesillas. Et quand il signe le traité de Tordesillas, il partage le monde connu d'alors en deux. Bon, il dit ceci dans le monde. Il dit, il y a le monde civilisé là-bas, c'est le monde où les grandes puissances doivent se faire, les grands royaumes, les grands empires doivent se faire la concurrence. Ces grands empires, c'est le royaume de France, le royaume prussien, la Prusse, le royaume d'Angleterre, Pays-Bas, tout ça, Portugal. Non, pas Portugal. Et il dit, il y a l'autre monde là. Là-bas, on doit avoir deux royaumes qui vont se faire la concurrence. C'est le royaume du Portugal et le royaume d'Espagne. Et dans cet autre monde-là, il les divise aussi en deux. Dans cet autre monde. Il dit, et il va prendre un méridien. Il dit, bon, toute cette partie qui concerne aujourd'hui l'Amérique latine, les Amériques, partie du méridien du Cap-Vert, là. Il dit, c'est là le domaine de l'Espagne. Et puis en dessous du Cap-Vert, à partir du Cap-Vert en descendant, c'est le domaine du Portugal. C'est dans ce cadre que on a vu les Portugais venir aux côtes du Cameroun dans les années 1400, à la fin des années 1400.
On a vu les Espagnols avec Christophe Colomb et bon, tout il y a aujourd'hui. On sait qu'il y a des Noirs qui étaient en fait les patrons de l'expédition, mais Christophe Colomb a été privilégié. Et lui, il va aller du côté des Amériques. Voilà un peu la division. Alors, au XVIe siècle, le roi de France, le roi Jean, constatant que les couronnes de Portugal et les couronnes d'Espagne se sont considérablement enrichies, il va prendre une décision. Il dit que, mais, je vois que le roi d'Espagne, là, il s'enrichit grâce à sa découverte des nouvelles terres. Le royaume du Portugal, c'est pareil. Nous, pourquoi on doit être confinés? Et c'est le roi de lui retorquer que non, c'est un traité du pape qui leur confère cette autorité. Il va prendre le traité, il va le déchirer. Et avant de le déchirer, il dit au nom de quoi le pape aurait reçu de Dieu le droit de diviser la terre en pôles. Et quand il le déchire, il proclame le début de l'expansion coloniale française. C'est comme ça que les Français vont venir chasser les Portugais au Bénin, chasser les Portugais, en fait, surtout de la côte ouest africaine. Ils vont se bagarrer. Les Anglais, eux aussi, qui avaient pris conscience de ce qu'il y avait des échecs, vont se lancer dans la même colonisation. Eux qui avaient déjà quand même gagné une bonne partie, avaient commencé déjà vers l'Asie, ils vont continuer en Afrique. Et ça va être des zones maintenant d'expansion coloniale. Alors, la colonisation, c'était quoi? C'était, quand vous regardez la logique, j'ai pris l'histoire pour que vous voyez un peu la logique, c'était, on trouve des nouvelles terres où on va capter les ressources. Et ces ressources vont permettre d'enrichir la métropole. Et les expéditions coloniales étaient financées par les patrons de Macron, les Rothschild. C'est eux qui contrôlaient la banque en Europe. C'est les Rothschild qui contrôlaient. Quand vous regardez dans la logique, cette captation des richesses, Oui. qui ne se faisait pas toujours avec le respect des droits des peuples autochtones, c'était parfois avec du génocide de ces peuples-là. C'était quoi? C'était des séances de prière collectives avec l'esprit de Dieu pacifique qui les motivait. C'était essentiellement de la violence. Et cette violence, c'est ce que Macron appelle la prédation. Bon, Macron, maintenant, est-ce qu'il comprend le mot prédation? S'il peut comprendre le mot prédation, il doit comprendre que la France s'est constituée sur des bases prédatrices. Dire que la France a eu un empire colonial, et ce qui a d'ailleurs été reconnu en 1946, quand De Gaulle va penser à ce qu'il appelle l'Union française. Il va dire que cette Union française doit prendre en compte les possessions coloniales. Donc, De Gaulle reconnaît il va endosser tout le passif de l'Empire français. Au-delà de la République, il dit notre empire colonial. De Gaulle reprend tout ça et il va créer donc ce qu'il appelle l'Union française. Oui. Et la coopération pipée entre la France et les pays africains va de cette Union française, parce que de là vont naître des institutions comme le CFA, le franc CFA, qui sont en fait la continuité de l'empire colonial français, sur les logiques prédatrices. Et Macron, il veut parler de prédation. Macron n'a aucune habilité à parler de la prédation dans le monde, parce que la logique même de l'État français est une logique prédatrice en Afrique. Ça signifie que la France ne veut pas voir un autre État sur le continent noir, en dehors d'elle. Je prends par exemple la venue de la Russie, de la Chine, de la Turquie, de l'Inde, qui font mal aujourd'hui à la France. Et d'ailleurs, ces médias en parlent en longueur de journée, comme si ces États étaient des États prédateurs, des États qui venaient piller, voler, violer le continent africain. Alors, à ce niveau, nous-mêmes, nous devons faire un distinguo. Oui. Le mot coopération veut dire opérer ensemble, c'est-à-dire agir ensemble. Oui. Avec la France, il n'y a jamais eu de coopération. Il y a eu une colonisation et une caporalisation de nos États, des logiques de nos États. Ça a été acté avec la signature de ce qu'on a appelé les accords de défense. Quand vous prenez les fameux accords de défense,
Et il n'y a rien dedans qui concerne la sécurité véritablement. Moi, quand j'entendais parler des accords de défense, au jour où j'ai commencé à lire ce document, les 11 points des accords de défense, vous avez l'impression que c'est un document économique. Dans le document, on vous dit que vous ne pouvez pas avoir une politique monétaire, vous ne pouvez pas exploiter vos ressources sans l'aval de la France, vous ne pouvez pas choisir un partenaire autre que la France si ce n'est qu'elle est désintéressée par une de vos ressources et donc elle-même choisir un partenaire avec... Mais tout ça, c'est quoi? C'est de la logique de prédation. Donc la France a une logique prédatrice essentiellement. Elle n'a jamais coopéré avec les États africains, elle a toujours voler les États africains. Alors, aujourd'hui, il se passe que les Africains ont atteint un seuil de maturité tel que ils sont conscients du viol qui a eu cours historiquement et que la notion de partenaire historique n'a aucun sens quand on parle de la France. Ce n'est pas un partenaire historique de l'Afrique. Un partenaire, la notion de partenariat suppose encore que vous travaillez au même niveau d'égalité, c'est-à-dire qu'on vous reconnaît une certaine souveraineté. Or, avec la France, on ne peut pas parler d'un partenariat international parce que la France n'a jamais reconnu que nous avons le même niveau de souveraineté. Nous étions toujours sous la tutelle de la France. Il y avait ce qu'ils ont appelé le patrimonialisme français. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la sociologie critique de Achille Mbembe. C'est le patrimonialisme. Donc, on ne peut pas parler de partenariat. Un partenaire ne vous patrimonialise pas. Il vous transforme pas en son patrimoine. Ce n'est plus un partenaire. Il devient soit votre boss, soit votre père. Les logiques patrimoniales, c'est l'État français. Donc, il n'y a pas un partenariat. Quand des journalistes, même africains, répètent de manière un peu moutonnière qui est le partenaire français, en fait, ils abrutissent davantage le peuple sur la nature des relations entre l'Afrique et la France. Non, il n'y a pas de partenariat avec l'État français. Il y avait un vol, un brigandage qui était institutionnalisé par des documents qui s'appelaient les accords de défense. C'était ça. Et la France, pendant longtemps, s'est habituée de ce vol et de ce brigandage. Mais les Africains, pendant ce temps aussi, ont connu une maturation de leur compréhension du contexte international. Et quand ils ont découvert qu'ils sont, pour la plupart, volés par l'État français, ils ont décidé de s'émanciper de ces logiques de vol. C'est pourquoi le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré ont dit « Remettons sur la table ces accords et discutons avec vous les Français ». Vous avez vu qu'ils ont fui la table. Ils ont fui, sachant que c'est du vol. Ils seront mis dos au mur. Ils ont fui. Ils ont dit « Non, si vous voulez, annulez-le ». Et ils se sont mis à aller raconter des conneries dans leurs propres médias. Parce qu'ils savent que c'est ça la vraie nature de ce qu'ils appellent la coopération du vol. Donc, il y avait un voleur qui était avec un peuple sur lequel il s'est considérablement enrichi. Maintenant, il est conscient que la prise de conscience de ces populations, la prise de conscience de ce peuple et la volonté de ce peuple de sortir de cette situation amène ce peuple à chercher des partenaires. C'est maintenant que l'Afrique cherche des partenaires, que l'Afrique rentre dans ce qu'on appelle la coopération. Quand, par exemple, le Cameroun va dire à la Chine, nous voulons travailler dans le domaine, par exemple, des infrastructures. La Chine ne nous dit pas, on attend que vous pratiquiez la démocratie, on va voir si vos opposants, là, vous les considérez. Non, la Chine dit, vous voulez qu'on opère comment dans ce domaine? On opère ensemble. OK, vous nous donnez ça, nous, on veut ça. Les Chinois jouent carte sur table. Les Russes, c'est pareil. C'est ça la coopération. C'est pas quelqu'un qui s'arroge toutes vos ressources, les gère à votre insu, et quand bien même vous avez besoin d'aide, il vous dit comment il va vous aider et à quelles conditions il va vous aider. Ce n'est pas la coopération. C'est autre chose. Ils appellent ça le patrimonialisme. Donc, il n'y avait pas une coopération avec la France. Il existe une coopération africaine avec la Chine et la Russie. Mais maintenant, la France a justement peur de la coopération. Parce que dans la coopération, nous sommes devenus des acteurs à part entière des relations internationales.
Nous devenons des États souverains et dont la souveraineté est respectée dans le cadre des conventions signées avec les autres pays. Voyant que cette logique va nous amener, nous, à revoir notre rapport à la France qui s'est enrichie essentiellement par le vol et le pillage de nos ressources, ils se sentent menacés par cette nouvelle logique, par l'affirmation de notre souveraineté. Et au lieu que d'aller au fond du débat, ils sortent ces slogans. Oui. Ce que eux ils pratiquent, ils l'imputent aux autres. La prédation. Donc ils accusent les autres de faire ce qu'ils ont toujours fait. C'est ce qu'ils font. L'Occident agit comme dans une catharsis. Dans une catharsis, ce que vous expiez, c'est en fait les mots qui vous hantent. Et c'est parce que l'Afrique est dans le processus même de guérison de l'Occident que ça se passe comme ça. C'est-à-dire l'Occident qui est l'acteur de la prédation internationale. Plus l'Afrique se libère, plus l'Occident prend conscience de sa prédation. Et la manière de prendre conscience de sa prédation, c'est en posant ce mal sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire l'Occident conçoit que ces logiques prédatrices, c'est celles que les autres vont suivre. Et si l'Occident a justement peur de tomber, c'est parce que l'Occident a peur de devenir la proie dans le système que lui-même a érigé. Vous voyez? Donc, il y a ces peurs, il y a ces craintes que l'Occident est en train de mettre en nu, mais c'est comme dans une logique cathartique. C'est un traitement, ça va passer. Pour l'instant, nous allons supporter de voir l'Occident refuser d'accepter sa vraie nature et de comprendre que la nouvelle logique est en train de se mettre sur pied, mais nous n'allons pas arrêter le processus. Emmanuel Macron accuse la Chine d'être prédatrice, mais c'est le même Emmanuel Macron qui va quand même du côté de la Chine pour chercher des contrats et demander justement à cette Chine de ne pas financer, alors de ne pas donner des armes à la Russie. Emmanuel Macron n'est pas à sa première contradiction. Et au fond, on l'a présenté comme brillant. Il n'est pas brillant. Emmanuel Macron vit pour faire plaisir. Il vit pour faire plaisir à des groupes d'intérêt. Oui. Et c'est ces groupes d'intérêt qui le manipulent à leur guise. Ils l'ont rendu carrément ridicule. Je ne sais pas s'il peut encore s'exprimer devant des gens sérieux et requérir leur attention. Vous avez vu comment Loukachenko lui a répondu quand il a parlé en Chine des armes nucléaires. Il dit vraiment, il faut qu'on respecte ce qu'on s'est accordé. Juste les pays qui ont le droit du nucléaire doivent avoir le nucléaire. Loukachenko lui a dit, vraiment, moi-même, je veux être très radical. Prenons toutes ces armes, empilons-les, on les détruit. C'est dangereux pour l'humanité. Mais je vais vous dire une chose. Si on doit respecter aussi les accords qui disent que ce n'est que les pays qui ont le nucléaire qui doivent avoir les armes nucléaires, pourquoi les États-Unis ont des armes nucléaires dans 5 pays européens qui n'ont pas le droit d'avoir ces armes? Les Pays-Bas, l'Allemagne, le Portugal, l'Italie. Pourquoi? Et l'Espagne. Pourquoi? Dit dans ce cas, si eux, ils ont eu droit aux armes nucléaires, ça veut dire que nous aussi, on peut faire comme vous. C'est aussi clair. Vous voyez, Loukachenko n'a pas eu besoin d'être un génie pour amener Macron à la logique. Il a juste compris que ce monsieur, il ne comprend même pas ce qu'il dit. Et c'est ça la nature de Macron aujourd'hui. C'est un homme qui agit de l'extérieur. Il est agité. Peut-être parfois agité, mais il agit de l'extérieur. Il agit de l'extérieur par des forces qui le contrôlent. Et ces forces, ce n'est que le pouvoir du capital. Ces forces lui imposent une manière de réfléchir et ils ont compris sa faiblesse. Ils voulaient le pouvoir, ils voulaient un mode de vie confortable. Ils ont détecté chez lui un peu un héros. C'était un héros, il parlait certainement bien. Et ils se sont dit, avec ce genre d'individu, on peut faire un leader. Mais c'est un leader de papier. Donc, il n'est pas à sa première contradiction. Mais ces contradictions, c'est pas à lui qu'on va les imputer. Parce que s'il avait la
maîtrise de sa propre pensée, Macron nous aurait servi un spectacle à la De Gaulle. De Gaulle avait ces mêmes contraintes dans son environnement. Mais De Gaulle, voilà un homme qui était intelligent. Il avait un cap qui s'était fixé et on sentait qu'il le suivait. Et Macron, il n'a pas de cap. Si on lui dit à gauche, il va à gauche. Et le lendemain, on lui dit reviens à droite, il revient à droite. Les Africains n'ont-ils pas le droit de choisir leur partenaire? Les Africains ont éminemment, quand on rentre dans le concept même de souveraineté, éminemment le droit de choisir leur partenaire. C'est pourquoi nous disions encore, non, Macron peut relever ces contradictions de sa propre pensée. Mais les Africains ne vont pas attendre que Macron leur en donne l'occasion, bien le droit. Oui. Nous avons commencé à choisir les Chinois et les Russes avant que Macron ne soit au pouvoir. Il a trouvé ça comme ça. Il a trouvé que nous les aimons. On ne lui a pas demandé avant de les aimer. On ne lui a pas demandé avant de les solliciter dans nos affaires. On ne va pas le lui demander. Et ce qu'il pense, on s'en fiche éperdument. Macron, s'il peut penser pour la France, qu'il exauce d'abord le vœu du peuple français qui ne veut plus de lui. Qu'il démissionne. Mais s'il n'écoute pas son propre peuple, qu'il ne s'attende pas à ce que nous, on l'écoute. Merci à vous, Jonathan Matengue, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie, mon frère Ngos. Et nous savons une chose. Notre combat, de plus en plus, est en train de gagner les cœurs des personnes auxquelles on ne s'attendait pas. Ce combat prend une ampleur qui finalement va permettre à l'humanité de se retrouver. Il y a des communautés états-uniennes qui de plus en plus manifestent une solidarité vis-à-vis de notre combat. C'est très bien de le voir. Ça veut dire que nous parlons la langue française. Il y en a qui pensent que la langue est un frein. Non. Dans les combats intellectuels, lorsque vous touchez des problèmes qui vont au-delà du simple cadre de votre ego, vous permettez à d'autres personnes qui vivent ces problèmes de se mettre dans votre situation et de se projeter dans votre combat. C'est ce que nous sommes en train de réussir. Les communautés noires états-uniennes de plus en plus sont proches de notre combat. C'est une grande victoire que nous sommes en train d'engranger. Notre victoire sera totale. Elle sera totale. Nous allons sauver l'humanité. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.